L'essentiel, la suite, on va plus loin avec Alban Mikosi, grand reporter à France Télévisions. Bonjour Alban. Bonjour Raphaël. Et Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Gauthier. Bonsoir. Au sommet, on va, semble-t-il, vers un accord avec Marion Maréchal, la tête de liste Reconquête, venue au siège du RN. Jordan Bardella lance aussi un appel du pied en direction des Républicains. Tandis qu'à gauche, le PS et Place Publique souhaitent inclure la société civile et les syndicats à un éventuel front populaire avec les Verts et l'extrême gauche. Exemple à l'instant, puisque Raphaël Glucksmann propose Laurent Berger pour le poste de Premier ministre en cas de victoire de la gauche, l'ancien dirigeant de la CFDT. Au niveau du Parlement européen, c'est un glissement à droite qui s'opère. Le Parti populaire consolide sa première place, mais l'extrême droite gagne aussi du terrain au détriment des Verts et des centristes un peu partout en Europe. C'est tout de suite l'essentiel. On pensait la séquence politique refermée ici en France avec les élections européennes. C'est donc une autre campagne qui débute comme un coup de théâtre hier. Emmanuel Macron, à peine une heure après l'annonce des résultats et la victoire très nette du Rassemblement national, annonce la dissolution de l'Assemblée. Écoutez. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Et nous voilà partis pour des législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet prochains. On va s'intéresser justement à ce cas de figure institutionnel. À quelles occasions les prédécesseurs d'Emmanuel Macron ont-ils dissous l'Assemblée nationale? Élément de réponse avec Antoine Mariotti. C'est une disposition républicaine utilisée avec parcimonie. L'Assemblée nationale est dissoute par le chef de l'État pour la 6e fois seulement depuis le début de la Ve République, il y a 66 ans. L'article 12 de la Constitution donne pouvoir aux locataires de l'Élysée de dissoudre à peu près quand ils le souhaitent. C'est Charles de Gaulle qui l'a utilisé les 2 premières fois. En octobre 1962, les députés votent une motion de censure contre son Premier ministre Georges Pompidou. Le président dissout et convoque immédiatement de nouvelles élections législatives qu'il remporte haut la main. 6 ans plus tard, en réponse au mouvement de contestation de mai 68, De Gaulle recommence et appelle les Français à se rendre une nouvelle fois aux urnes. Là encore, il obtient une majorité absolue. Il faut ensuite attendre 1981 et l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée. Dès le lendemain de son élection, le socialiste dissout une assemblée qui ne lui est pas favorable et obtient un vaste soutien lui permettant d'avoir un parlement à sa main et d'appliquer sa politique. À la fin de cette mandature, en 1986, les Français décident de faire confiance à la droite menée par Jacques Chirac, qui prend la tête du gouvernement. C'est la cohabitation. 2 ans plus tard, dans la foulée de sa réélection à la tête de l'État, François Mitterrand tente de surfer sur la vague et dissout encore une fois l'Assemblée. L'opération fonctionne à moitié. Les socialistes n'ont pas un contrôle total de l'Assemblée, mais suffisamment pour former et diriger le gouvernement. J'ai souhaité obtenir de vous le moyen de mettre en œuvre la politique pour laquelle vous m'aviez élu à la présidence de la République. La dissolution reste un pari risqué. 2 ans après son arrivée à l'Élysée, Jacques Chirac en fait les frais. Chahuté par de nombreuses manifestations contre sa politique, le président annonce une dissolution à la surprise générale en avril 1997. Lui qui disposait d'une majorité confortable se trouve contraint de cohabiter avec le gouvernement socialiste de Lionel Jospin pendant les 5 années qui suivent. Les semaines à venir diront si la décision d'Emmanuel Macron était un coup de folie ou un coup de maître politique. Alban, Emmanuel Macron n'avait-il d'autre choix que de renvoyer les Français aux urnes avec un Rassemblement national à 31% aux européennes? Si, il avait d'autres choix. Très clairement, un certain nombre de chefs de gouvernement européens n'ont pas gagné les élections européennes. Je pense notamment à Olaf Scholz en Allemagne. Il n'a rien du tout dissous, alors qu'effectivement, il peut légalement en Allemagne faire lui aussi appel à de nouvelles élections parlementaires. Il a fait le choix de ne pas le faire. Donc c'est tout à fait un choix d'Emmanuel Macron. Alors, on peut l'expliquer par de multiples raisons, ou par le fait qu'il veut, comme ça, laisser les Français se prononcer. C'est ce qu'il a dit. Et bien maintenant, on entre dans un moment d'incertitude, et ça, c'est une... On peine à voir quel dividende politique il pourrait bien en tirer. Il y a 2 options. On l'a vu avec les sujets récents sur les dissolutions. Soit on la gagne, soit on la perd. Alors effectivement, l'hypothèse idéale pour Emmanuel Macron, c'est que les Français accordent à son parti un nouveau mandat clair,
Les sondages ne disent pas ça, mais c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de se retrouver avec un Parlement qui sera dirigé avec un parti majoritairement qui ne sera pas le sien. Dans ces cas-là, on entre dans une période de cohabitation. On connaît en France, on sait aussi que c'est compliqué. Donc Emmanuel Macron a pris un vrai risque. C'est plus qu'un coup de poker. C'est un moment de chamboule-tout. Comment vous comprenez cela, Gauthier ? Difficile d'y voir une dissolution de confort tout de même. Alors, tout dépend comment on essaye d'interpréter politiquement l'action, la décision du chef de l'État. Moi, je souscris à ce que vient de dire Alban, c'est-à-dire que manifestement, c'est de cette façon-là que le chef de l'État l'envisage. Et c'est bien là, pardonnez-moi de le dire, c'est bien là le drame. Parce que s'il y a dans le calcul, d'ailleurs le terme est déjà assez mal famé, mais s'il y a dans ce calcul l'idée qu'il est possible que le chef de l'État s'entende avec une majorité de circonstances, ou au contraire, qu'il apparaisse, parce que en France, celui qui est à la tête de la cohabitation, on a eu l'exemple avec François Mitterrand, c'était celui qui se posait en dernier rempart face, par exemple, à la dérégulation, des choses comme ça. Si c'est ça son calcul, ça veut dire, et il me semble que c'est ce que paie la démocratie française, l'absence totale de réflexion politique sur la raison du vote Front National et Rassemblement National, puisque pendant des décennies, d'abord on a voulu cacher la chose, et ensuite on a dit que c'était un vote protestataire pour des raisons socio-économiques. C'était pas faux, mais c'est pas la totalité de ce vote. Et aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que vous avez quantité de personnes qui votent pour le Rassemblement National ou pour Reconquête d'Éric Zemmour, qui ne sont pas dans une précarité ni sociale ni économique, mais qui sont dans une réflexion identitaire. Et ça, le problème en France, c'est qu'on est incapable de s'y attaquer. On dit à chaque fois, bon, vous voyez, les résultats sont pas si mauvais, il y a de l'espoir. Combien de fois a-t-on dit, à chaque fois qu'il y avait une contre-performance pour le Rassemblement National, on a dit, voilà, c'est le reflux. Quand il y a eu la scission en 1998 entre deux branches du Front National, Bruno Maigret et Jean-Marie Le Pen, c'est terminé, etc. Il y a une vision, une politique de l'autruche qui est finalement... Je vais faire une comparaison que vous n'allez peut-être pas agréer, mais qui est du même ordre que celle que nous avons, que notre diplomatie a eue par rapport à la Russie. C'est-à-dire de ne pas vouloir constater avec des yeux acérés et lucides la dynamique idéologique, identitaire, tout ce que vous voulez, culturelle éventuellement, qui se trouve à l'œuvre dans des mouvements d'extrême droite ou dans des positions d'un chef de l'État comme Poutine. Un mot peut-être, la constater, n'est-ce pas finalement... disons, acquiescer à des ferments de potentielles guerres civiles, finalement, puisque c'est reconnaître qu'il y a deux France irréconciliables qui se feraient face. Et même trois France, puisque là, clairement, Emmanuel Macron espère qu'un pôle central va se constituer autour de lui. Il y a très clairement un pôle des gauches, puisque ce soir, il y a un appel à ce que les deux gauches, on va dire, puissent travailler ensemble. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ce n'est pas une certitude. Et puis, il y a clairement un pôle de droite identitaire. Et donc, il y a trois pôle réel aujourd'hui. On va voir d'ailleurs ce que donne le premier sondage qui a été rendu public aujourd'hui d'hypothèse, donc d'élections législatives par l'Institut Lunaris Interactive. Alors, on est à 3 semaines, c'est très proche en temps normal, mais là, il faut bien voir que la nouvelle est toute fraîche dans l'esprit des Français, donc il faut prendre évidemment ces chiffres avec énormément de précautions, mais selon donc ces données, et si l'on constate, on opère par grande masse dans l'Assemblée, le RN remporterait de 235 à 265 sièges, donc il ne parviendrait pas à la majorité absolue, mais ce serait tout de même une majorité relative très confortable, un peu à l'image d'ailleurs, sans doute même supérieure à celle dont bénéficie aujourd'hui l'actuelle majorité présidentielle, qui elle serait créditée de 125 à 155 sièges. Elle perdrait une centaine de sièges environ, et puis la gauche perdrait une dizaine de sièges, de 115 à 145 sièges. Sachez enfin que les Républicains seraient crédités de 40 à 55 sièges, en baisse assez notable, puisqu'aujourd'hui ils sont à 74 sièges dans l'actuelle Assemblée. Encore une fois, voilà, ce sont des rapports de force sur la dynamique des Européennes d'hier. Toujours est-il qu'il va falloir effectivement voir comment vont s'opérer d'éventuels rapprochements ou pas. On a donc cette déclaration de Raphaël Glucksmann qui hier a réalisé environ 14% des voix, troisième homme de l'élection, pas loin d'ailleurs de passer devant la liste de la majorité de Valérie Ayé, et qui propose Laurent Berger au poste de Premier ministre. D'ailleurs, Place Publique et le Parti Socialiste en font une condition d'un nouveau Front populaire non donné à peut-être une
reconduction de la NUPES, ce serait l'adjonction des syndicats et de forces de la société civile. Gauthier Rybinski, ça vous semble logique, sachant que les syndicats d'ordinaire ne prennent pas part aux élections, mais face au risque finalement d'une victoire du Rassemblement national demain? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Simplement, est-ce que... Alors, on peut dire, on en parlait juste avant l'émission, on peut dire que c'est destiné à rassurer un certain nombre de milieux, puisque la personnalité pressentie est Laurent Berger qui est un réformiste. Voilà, un réformiste, syndicaliste réformiste, mais est-ce que c'est le moment de dire ça? Est-ce que, raisonnablement, un pôle, quel qu'il soit, de gauche ou de droite, mais non extrême droite, est-il pour ce pôle-là, ou ces pôles-là, opportun aujourd'hui de dire voilà ce que nous allons prévoir si d'aventure nous arrivions au pouvoir? Oui, Parce que en termes souvenez-vous, Gauthier, lors des précédentes élections législatives, les affiches de la NUPES proposaient aux électeurs délire. C'était Élysée, Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Eh ben, c'était une absurdité, parce que c'était aussi bien surfer sur la vague d'un élément populiste, il faut bien le dire. Et là, il s'agirait au contraire de... Mais encore une fois, est-ce que c'est le moment? Là, ce qu'il faut... Il ne faut pas d'incarnation à ce stade. Mais écoutez, c'est toujours... Vous allez voir, et Alban sans doute nous en parlera tout à l'heure, c'est le même problème avec Ursula von der Leyen à la Commission européenne. On est en train de se dire, et vraisemblablement elle va récupérer une majorité, mais... Pourquoi faire? Et c'est toujours la même histoire. Quand vous dites un personnage, on le met en avant. Le séisme en France, par exemple, avec cette extrême droite, il est tel qu'une réponse de ce type-là me paraît bien pusillanime dans l'immédiat. Moi, je vois Laurent Berger comme un autre nom que Jean-Luc Mélenchon. Oui. Je crois que Raphaël Gluckstein le présente aussi dans cet intérêt-là. Oui. Et ça aurait pu être François Ruffin. On a vu François Ruffin tenter une espèce d'échappée en début de journée en prenant langue directement avec le PS et les Verts. Aussi, donc il est clair qu'il y a un certain nombre de destins individuels qui se jouent. En plus, Raphaël Gluckstein rajoute 5 conditions dans le journal de 20h de France 2. Le soutien indéfectible à la construction européenne, le soutien à la résistance ukrainienne, l'abrogation de plusieurs réformes emblématiques. Enfin, vous voyez très clairement qu'ils essaient de constituer un programme, une entité programmatique. Ce sont autant de chiffons rouges pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, sauf le dernier point, l'abrogation de la réforme des retraites. Là-dessus, je pense que Jean-Luc Mélenchon n'y verra pas d'objection. Mais par exemple, sur l'Ukraine, oui, clairement, il y a une ligne de partage à l'intérieur de la gauche. Ça sera très, très difficile de les réconcilier. Donc, on va dire que chacun joue ce soir une sorte de carte personnelle. Vous dites, Gauthier, ce n'est pas à la hauteur de l'événement lorsque 13 régions sur 13 ont voté, ont placé le Rassemblement national en tête hier, et peut-être plus éloquent encore, 97 départements sur 101. Seuls 4 départements franciliens font exception. C'est dire aujourd'hui l'ampleur du vote Rassemblement national. Oui. Alors, que l'on fasse comme ce que Alban vient de nous retransmettre, c'est-à-dire que l'on parle de choses très précises d'un programme, oui, 1000 fois oui. Et puis là, effectivement, il peut y avoir discussion, mais... Si vous voulez, alors peut-être que c'est une stratégie d'évitement, de dire mettons-nous d'accord sur un personnage et s'il y a des choses qui sentent l'huile de coude au niveau programmatique, passons-les un peu sous le tapis. Mais comment dire, ce que vous venez de décrire en termes statistiques, c'est une telle révolution, c'est quelque chose qui est tellement... non pas inattendu, ça fait 40 ans qu'on voit la chose monter, mais qui est tellement en contradiction avec une certaine histoire de France, que la réponse doit être... elle doit embrasser cette réalité-là, d'une manière très concrète. Là, soyons clairs, que peuvent dire nos concitoyens aujourd'hui quand on lit ce genre de nouvelles? Voilà, c'est la cuisine des partis, c'est leur... Alors à gauche comme à droite. Cela dit... soyons clairs, ce qu'on a entendu tout à l'heure de la part de Marion Maréchal, c'est pareil. Tout d'un coup, oui, on pourrait se rabibocher, puis je vais convaincre, je dois parler à Éric Zemmour parce que j'ai une responsabilité. D'accord. Le problème, c'est qu'à l'extrême droite, les électeurs, ça, ils vont pas forcément le voir comme étant un obstacle. Mais là, dans l'état où la gauche est, dire nous commençons par envisager du personnel politique, c'est mettre la charrue avant les bœufs, alors que précisément les choses, les points d'achoppement ou les points importants d'un programme, que ce soit à gauche ou à droite, méritent justement ce débat par rapport au vote Front National. Juste une petite remarque, dont on a dit pendant très longtemps qu'il était un vote protestataire, pour masquer sa gravité, c'est un vote de conviction, et depuis fort longtemps. Voilà, c'est dans un contexte en tout cas de montée des droites un peu partout en Europe, sauf peut-être d'ailleurs dans ces bastions d'Europe centrale où elle est déjà très haut, la droite nationaliste. C'est le cas en Hongrie, en Pologne, où elle n'a pas remporté hier, ou en tout cas elle n'est pas
En Hongrie, si, mais en perdant du terrain. En Pologne, en revanche, on a vu Donald Tusk, l'actuel Premier ministre, remporter d'une certaine manière ces élections. Mais partout ailleurs, effectivement, la droite nationaliste gagne du terrain, comme en Allemagne, où l'AfD s'impose comme deuxième force devant les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz, avec près de 16% des suffrages, Anne Maillet. Olaf Scholz ne lâche rien. Son parti, le Parti social-démocrate, a obtenu un peu moins de 14% des voix, soit son plus mauvais score à un scrutin général. Pire encore, il s'est retrouvé en 3e position derrière l'Union chrétienne-démocrate et 2 points après le parti d'extrême droite AfD. En réalité, ce scrutin européen s'est transformé en un vote sanction pour le SPD, mais aussi pour les autres membres du gouvernement, les Verts et les libéraux. Résultat, dès hier soir, et alors que le président français venait tout juste d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale, des responsables conservateurs allemands, mais aussi les dirigeants de l'extrême droite ont commencé à mettre la pression sur Olaf Scholz pour l'inciter à faire de même de ce côté-ci du Rhin. Alors ici, le chancelier ne peut pas prendre cette décision seul, mais il peut poser la question de confiance devant le Parlement, au risque de se retrouver en minorité, ce qui ouvre la voie à une dissolution et des élections anticipées. Mais pour le camp d'Olaf Scholz, il n'est pas question de prendre ce risque, alors que la France, son principal partenaire européen, entre dans une période de grande incertitude. Reste qu'ici, en Allemagne, les prochains tests électoraux vont arriver très vite, avec 3 élections régionales dans l'est du pays, 3 élections où l'extrême droite de l'AfD pourrait obtenir des scores historiques autour de 30%. La question de confiance pour Olaf Scholz pourrait donc très vite revenir sur la table, d'autant que la dernière fois qu'un chancelier a posé cette fameuse question de confiance, c'était en 2005, c'était Gerhard Schröder, lui aussi chancelier SPD, et c'était après des élections régionales catastrophiques pour le SPD. À l'époque, Schröder avait dû quitter la chancellerie 1 an avant la fin de son mandat. Non, on a compris que Olaf Scholz ne dit pas forcément merci à Emmanuel Macron, qui a peut-être donné des idées à un certain nombre de personnalités de l'autre côté du Rhin. En tout cas, c'est un nouveau signe de la dynamique de l'AfD, malgré les affaires, Alban Mikosi. Oui, vous avez raison de le dire. Alors, vous savez, moi j'étais à Bruxelles il y a encore quelques heures. Et alors, il y avait une image qui reflétait bien l'état d'esprit à Bruxelles ce soir. On dit toujours, vous savez, de la France et de l'Allemagne, ce sont les moteurs de l'Union européenne. Donc très clairement, le moteur allemand, il est en panne. Et le gouvernement, en réalité, ne décide plus de grand-chose parce que la coalition, elle ne tient que par son deuxième parti, pas le parti qui exerce la principale responsabilité. Si la CDU-CSU choisit de se retirer de la coalition, c'en est fini de la coalition, pour être clair. Donc le moteur allemand est en panne et le moteur français, il est en feu. Donc très clairement, il y a aujourd'hui une grosse difficulté. Quant à l'AfD tient des propos encore plus extrémistes que les extrêmes droites en France. Les électeurs allemands, notamment dans les bastions de l'ex-Allemagne de l'Est, ont continuer à accorder leur confiance. Il y a une carte qui est incroyable. Si vous regardez la carte du vote en Allemagne, tout ce qui était l'ancienne RFA a voté majoritairement CDU-CSU. Tout ce qui était l'ancienne RDA a voté majoritairement AfD. Ah oui, c'est dire effectivement. Aujourd'hui, on a reconstitué presque ces deux Allemagnes. On le sait depuis longtemps. L'ancienne Allemagne de l'Est penchait en faveur de l'AfD. Gauthier Rybinski, vous comprenez, vous, l'ampleur de ce vote. Alors même si au niveau national, c'est quand même 16%, mais on est loin du score réalisé. C'est la moitié à peu près du score réalisé par la CDU-CSU hier en Allemagne. Toujours est-il qu'on a aujourd'hui avec l'AfD un parti qui, de manière totalement décomplexée, revendique ses racines d'extrême droite. Alors là, vous avez un résultat de l'histoire. Ce qui est d'ailleurs surprenant, c'est que côté ouest, vous avez un bon maintien de ce qu'on appelle l'Union là-bas, c'est-à-dire la CDU, la CDU, notamment dans les régions ouest. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette mise en cause des partis systématiques. Elle existe, mais pas au même point qu'en France. En ce qui concerne le vote AfD à l'Est, il est clair que là, vous avez des références politiques qui n'ont pas été respectées, notamment par le régime de l'ex-RDA, puisque vous savez que le régime communiste de l'ex-RDA considérait que dans l'essor et l'instauration du nazisme en Allemagne, tout ce qui était travailleurs, communisme et paysans n'avait aucune responsabilité, que c'était au fond un avatar du capitalisme. Et donc, dans l'enseignement de l'histoire,
l'histoire, même encore aujourd'hui, transmis non pas par les professeurs, mais par les parents à leurs jeunes, c'est l'idée qu'ils ne sont coupables de rien. Et à partir du moment où ils sont coupables de rien dans l'histoire de l'Allemagne, pourquoi ne pas être décomplexé ? Alors vous me direz, il y a d'autres pays où on est décomplexé par rapport à l'extrême droite. Et ça veut dire aussi que il y a non seulement la particularité historique en Allemagne, mais aussi cette idée qu'on retrouve ailleurs, qui est une idée de transgression par rapport à ce qu'on appelle le politiquement correct, l'ordre établi, etc. La différence, c'est qu'il y a 40 ans, ça se faisait, il y a 50 ans, ça se faisait par l'extrême gauche. Aujourd'hui, cette transgression se produit par l'extrême droite. Et ça aussi, en Allemagne, c'est nouveau, parce que c'est un pays qui a connu, notamment à l'Ouest, précisément, des mouvements d'extrême gauche pour la paix, etc., ou notamment aussi des mouvements qui étaient dans la remise en cause, justement, de ce qu'avaient fait les aïeux, les parents. On leur disait, qu'est-ce que tu faisais, toi, pendant la guerre ? Ça a été très dur, et ça, c'était un mouvement, c'était le résultat de l'extrême gauche. Aujourd'hui, on est passé de l'autre côté, c'est-à-dire que l'extrême gauche ne représente plus la transgression, c'est l'extrême droite. Et de ce point de vue-là, malgré les différences historiques que je viens de signaler, il n'y a pas grande différence entre l'Allemagne et la France, même si les scores, évidemment, sont différents. Autre cas de figure, l'Italie, où le parti Fratelli d'Italia de la chef du gouvernement Giorgia Meloni conserve son statut de première force du pays en décrochant près de 29% des voix. Natalia Mendoza. C'est pari gagné pour Giorgia Meloni, une victoire nette, une victoire sans appel, 28,8% des suffrages. Son parti devance toutes les autres formations politiques du pays et son pari de personnaliser ce scrutin, le centrer autour d'elle-même, sa personne. Elle était la seule première ministre européenne candidate à cette élection par rapport aux dernières européennes. Fratelli d'Italia, son parti multiplie son score par 4 et réussit à envoyer au Parlement de Strasbourg 24 eurodéputés, preuve qu'elle a réussi à siphonner les voix de son concurrent, l'autre parti de droite souverainiste, la Ligue de Matteo Salvini, qui au contraire encaisse un lourd échec. Il perd plus de 25 points de pourcentage par rapport aux dernières élections européennes et se fait dépasser par Forza Italia, le parti de centre-droite donné mourant il y a un an lors de la mort de son fondateur Silvio Berlusconi. Aujourd'hui, ce résultat positif donc pour Forza Italia montre qu'il conserve quand même une base électorale fidèle. C'est vers elle, Giorgia Meloni, que les yeux se tournent désormais en Europe, Alban. En tout cas, en Italie, elle est en train de réussir son pari. Comme Natalia l'a dit, elle a siphonné complètement les voix de M. Salvini. Aujourd'hui, elle incarne tout un courant à droite et elle n'est pas contestée et elle est totalement légitimée. L'Union européenne a-t-elle besoin de Giorgia Meloni pour fonctionner ? En réalité, non, puisque Ursula von der Leyen a moyen de faire une coalition en se passant de Giorgia Meloni. Mais il n'est pas exclu. Dans son discours hier soir, von der Leyen a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit « J'ai entendu le message d'appel à une Europe forte et fière de ses valeurs ». Finalement, ce n'est pas si éloigné que ce que dit Giorgia Meloni. Donc, peuvent-elles se rapprocher toutes les deux sur un certain nombre de dossiers ? Pas être en coalition, mais être en cooptation sur certains dossiers. Ce n'est pas du tout impossible. Tout dépend, Gauthier, de la manière dont Giorgia Meloni saura ou pas s'entendre aussi avec Marine Le Pen, parce qu'elle a la possibilité de regarder des deux côtés. Et est-ce qu'elle cherchera au contraire à constituer un grand pôle de droite nationaliste au Parlement européen ? On avait vu que Marine Le Pen était... Plutôt s'était tournée, à l'époque évidemment, Giorgia Meloni n'était pas encore présidente du Conseil, mais s'était tournée vers Matteo Salvini. Bon, le problème de Salvini, c'est que même si aujourd'hui sa formation et son attitude sont, on va dire, pan-italiennes, sont dirigées vers l'ensemble du pays, il y a quand même cette genèse de la Ligue, et cette genèse très méprisante vis-à-vis de ce qui peut être le Sud, le Mezzogiorno, etc. Donc là, peut-être qu'il paie aussi ça, et la manière plutôt aussi... alors on va dire à droite, habile entre guillemets, de Giorgia Meloni, d'en venir à ses fins, comme disait Alban, de remplir ses objectifs. Je ne pense pas que sur le fond, il y ait une grande différence entre les deux, mais qu'il y a cette manière un peu plus, on va dire... Il y a une professionnelle de la politique, elle, et quelqu'un qui est perçu comme un amateur, Salvini, qui a fait une erreur historique quand il était ministre de l'Intérieur, quand il a demandé la dissolution depuis une boîte de nuit. Ça, les Italiens s'en souviennent.
et Ne pardonne pas. ils font le lien entre l'amateurisme de Salvini et le professionnalisme de Mélanie. Oui, pour Marine Le Pen, c'est la question qui se pose aussi vis-à-vis de l'AfD, dont on a vu que le leader... Mais qui a Maxime rompu Lagarde, d'ailleurs pendant cette et qui a campagne. rompu pendant sa campagne. Alors maintenant, on voit aussi l'AfD essayer de se rabibocher. Bon, est-ce que tout ça donnera une idée finalement de ce qu'est l'extrême droite aussi, c'est-à-dire dans un premier temps et avant qu'elle ne soit vraiment aux affaires, et qu'elle est finalement marquée par les mêmes tendances, les mêmes pentes que le reste de la classe politique? Oui, mais enfin, je prends le pari qu'on va se dire ça et que certains vont prendre prétexte de ça pour dire les choses ne vont pas si mal. Merci beaucoup Gauthier Rybinski, Alban Mikosi. On va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans 5 minutes.